Bonjour et bienvenue dans votre 91e consultation des plaies et cicatrisation partagée. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous deux outils que j'utilise au quotidien en consultation lorsque je vous prends en charge pour la première fois un patient ou une patiente qui se présente pour un ulcère de jambe. Les ulcères de jambe représentent plus de 75% des motifs de mes consultations en plaies et cicatrisation. Lors de la première consultation, un interrogatoire exhaustif et systématique permet fréquemment d'établir le diagnostic étiologique, de répertorier les facteurs de retard de cicatrisation et d'adapter le projet thérapeutique. J'ai mis au point une checklist ainsi qu'un algorithme diagnostique des ulcères de jambe à partir d'articles de la littérature et de mon expérience personnelle. L'objectif de cette 91e CPECP est de vous présenter une application en situation clinique pratique de ces deux outils lors d'une de mes consultations. En fin de la 91e CPECP, je vous propose deux QR codes afin que vous puissiez télécharger librement en format PDF ces deux outils que j'utilise au quotidien. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 91e CPECP. La checklist se présente comme ceci, je l'ai divisée en trois parties. La première partie, c'est l'anamnèse, les antécédents du patient et notamment ses antécédents d'origine vasculaire, puisque la majorité des ulcères de jambe ont une origine artérielle ou veineuse. Existe-t-il un bilan sanguin récent et quels sont les résultats? La gestion de la douleur, où en est le patient par rapport à la douleur? La plaie en elle-même, sa topographie, quel type de plaie et quels sont les protocoles qui ont été mis en œuvre lorsque vous allez découvrir le pansement. La deuxième partie s'intéresse à la plaie ou aux plaies avec la recherche de critères d'infection ou de surinfection et la description de cette plaie ou de ces plaies. La troisième partie de la checklist décrit les actions mises en œuvre ainsi que le protocole de soins prescrit pour la prise en charge du patient et de cette plaie. Cette checklist est donc le premier outil dont je me sers et je vais toujours la croiser avec l'algorithme diagnostic étiologique d'un ulcère de jambe que j'ai mis au point à partir de mon expérience personnelle et surtout de deux articles de la littérature. C'est en utilisant ces deux outils et en croisant les données de ces deux outils que j'évolue tout au long de ma consultation jusqu'au diagnostic étiologique de ce patient que je vois pour la première fois pour un ulcère de jambe. Je vous propose de vous décrire l'utilisation en pratique de ces deux outils lors de la première consultation pour un ulcère de jambe. Je reçois en consultation une dame avec un index de masse corporelle normal, sans antécédent vasculaire. Elle se présente avec un échodoppler artériel et veineux récent qui sont normaux. Elle est traitée pour une hypertension artérielle, elle vient avec son ordonnance, elle ne sait pas si ses vaccinations antitétaniques sont à jour. Un bilan sanguin récent avec une hyperleucocytose et à l'interrogatoire, on lui connaît une hyperleucocytose ainsi qu'une thrombocytémie essentielle qui sont bien tolérées et non traitées. Elle est extrêmement douloureuse et ce en continu et se traite avec l'aide de son médecin traitant en associant des antalgiques de niveau 1 et de niveau 2. Elle consulte pour un premier épisode de 2 ulcères de jambe de 3 mois d'ancienneté et d'apparition spontanée. À ce stade-là de la consultation, si l'on dissèque l'algorithme du diagnostic étiologique d'un ulcère de jambe, nous savons qu'il s'agit d'une plaie qui n'est pas typique et nous éliminons d'emblée la cause principale des ulcères de jambe, à savoir une cause vasculaire. Donc, plaie de présentation atypique, est-elle en retard de cicatrisation? Oui, puisque un retard de cicatrisation est défini à partir de 6 semaines de soins bien conduits. Donc, il s'agit d'une plaie atypique en retard de cicatrisation. D'après les données de la littérature, il va falloir réaliser une biopsie de la plaie et de ses berges, ainsi qu'un prélèvement bactériologique. Après cet interrogatoire et sans avoir vu les plaies, on peut éliminer comme diagnostic étiologique le carcinome et la calciphylaxie. Je découvre sous un pansement hydrocellulaire siliconé faiblement saturé, donc 2 plaies faiblement exsudatives, un syndrome inflammatoire de la peau périulcéreuse au niveau de ces 2 plaies qui sont recouvertes d'un alginate. Les alginates sont impactés au fond des 2 plaies et même après humidification, l'ablation de ces alginates est extrêmement douloureuse. Voici l'aperçu de la plaie qui est située sur le bord antérieur, qui est extrêmement fibrineuse. Ensuite, nous avons l'autre plaie qui est située sur le bord médial de la jambe, qui elle donc est recouverte en majorité d'un tissu de granulation. Les protocoles de soins étaient le même pour ces 2 plaies.
Après avoir examiné les plaies, nous pouvons éliminer deux autres diagnostics étiologiques, une vascularite et une angiodermite nécrotique. Je vous rappelle sur cette photo l'aspect typique d'une angiodermite nécrotique qui n'a rien à voir avec ce que nous venons de voir. Qu'avons-nous appris après avoir visionné ces deux ulcérations? Nous allons continuer à remplir notre petite grille. Nous savons que ce sont deux ulcères dont nous connaissons la topographie que l'on peut retranscrire sur notre petit schéma bien sympathique. Nous savons que la patiente fait des soins infirmiers de façon quotidienne. Le pansement primaire est un alginate qui n'est pas déplacé et qui est mal toléré puisque douleur extrême lors du retrait. Le pansement secondaire, un hydrocellulaire non déplacé maintenu par une tubulure est bien supporté par la patiente. C'est à ce moment-là que la patiente me dit avoir sur son portable deux photos des lésions initiales. Tout a commencé par des espèces de petites papules qu'elle a grattées pensant que c'était des piqûres de moustiques. Contre les photos qu'elle a réalisées au tout début de l'apparition de ces ulcérations et les compare avec l'évolution actuelle au bout de 3 mois de soins, cet aspect évolutif est fondamental et est un argument supplémentaire du diagnostic étiologique dont je ne peux pas encore prononcer le nom et nous permet en plus d'éliminer encore une cause d'ulcère atypique, c'est-à-dire toutes les autres causes que l'on trouve dans la dernière case. Nous allons maintenant remplir la deuxième partie de notre checklist, c'est-à-dire la description de ces ulcérations. Lorsque le patient a deux plaies, vous les numérotez, vous prenez deux feuilles. Aucun critère clinique ni biologique de surinfection et prélèvements bactériologiques sont revenus négatifs pour les deux plaies. Cette plaie numéro 1, nous avons donc des dimensions qui permettent de calculer sa surface. Elle est recouverte de 100% de fibrine. Les exsudats sont faibles. La peau périulcéreuse est inflammatoire, les berges sont régulières, creusantes et inflammatoires. Pour la plaie numéro 2, nous avons les dimensions qui changent et ainsi que la surface de la plaie qui est recouverte de tissu de granulation 80% et 20% de fibrine. Pour le reste, c'est exactement les mêmes constatations. À ce stade-là de la consultation, nous pouvons éliminer une infection puisque les prélèvements sont revenus négatifs et nous avons donc notre diagnostic de pyoderma gangrenosum à l'origine de ces ulcérations et ce diagnostic clinique a été confirmé par la biopsie que j'ai réalisée au niveau de ces deux ulcérations. Nous allons maintenant remplir la dernière partie de notre checklist, à savoir les actions à mettre en œuvre, protocole de soins et les prescriptions. Première question qui va se poser à nous, c'est est-ce que je vais pratiquer une détertion mécanique? Il faut savoir qu'en présence d'un pyoderma gangrenosum, la détertion mécanique est strictement contre-indiquée car elle risque d'aggraver le processus évolutif de cette pathologie. Un bilan sanguin récent est nécessaire pour surveiller son syndrome inflammatoire avec le dosage de la CRP, surveiller l'évolution de ces deux hémopathies. Une consultation spécialisée est bien sûr nécessaire aussi en hématologie ainsi qu'en algologie. La réalisation de photos et de planimétrie vont permettre de suivre le potentiel évolutif de son pyoderma gangrenosum. Cet exemple clinique pratique vous a permis de voir comment j'utilisais ces deux outils lorsque je vois pour la première fois une patiente qui consulte pour un ulcère de jambe. Le pyoderma gangrenosum est un diagnostic clinique. La biopsie ne vient que confirmer le diagnostic clinique initial. Sur l'algorithme, au niveau des diagnostics différentiels d'ulcères de présentation atypique ou en retard de cicatrisation, vous trouverez pour l'angiodermite, le pyoderma, la calciphylaxie et les vascularites une description clinique rapide. Et pour les infections ou les autres causes, un listing non exhaustif des causes auxquelles il faut penser. Notre patiente, cela vous permet de revoir rapidement les données cliniques du pyoderma gangrenosum, une ulcération qui apparaît après un traumatisme souvent mineur, très douloureuse avec de la nécrose et aussi de la fibrine. Les bords sont surélevés et inflammatoires, le lit est mucopurulent. Dans 60% des cas, il y a une pathologie associée qu'il va falloir rechercher. Le traitement en corticothérapie locale et générale, surtout pas de détertion et surtout traiter la pathologie qui est à l'origine de ces ulcérations. Vous avez la possibilité, en scannant ces deux QR codes, de télécharger ces deux outils en format PDF afin de les tester lors de vos consultations. C'était votre 91e CPECP. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaie et cicatrisation.